Bonsoir à tous, content de vous retrouver pour ce énième numéro de la quotidienne. Je suis accompagné ce soir de Jérémy Mapangou et de Florida. Bonsoir Florida. Bonsoir Bernie. Comment allez-vous? Ça va très bien. Toujours joviale et ravissante. Oui, toujours joviale et ravissante. C'est la crème qui fait ça. La crème? Ah ouais. Quelle sorte de crème? Quoi, hyprogène? Certainement. Le maningou. Le Ah, Maningou. d'accord. Ah, L'huile d'amande. ok, d'accord. Jérémy, bonsoir. Bonsoir Bernie. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Il n'y a pas eu trop de tracasseries pour y arriver? Non, je suis arrivé en jet privé. Ah ok, d'accord, comme Ouais, d'habitude. Comme d'habitude. Ok, d'accord. Florida et Jérémy, vous avez pu constater depuis que la mairie de Libreville a lancé l'opération des assainissements des voiries, d'accord? Oui. Et ils ont pu assainir la ville, mais le grand désarroi, c'est que les déchets qu'ils ont pu en fait, enlever des différents caniveaux, ils n'ont pas pu en fait, les ramasser pour les jeter, Oui. pourquoi pas à Mindoubé ou ailleurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci de soulever cette question, Bernie. On va comme tout commencer par saluer les efforts de la mairie de Libreville, parce qu'on constate depuis un moment qu'il y a des offres d'emploi pour les vacances. On sollicite la main-d'œuvre des jeunes afin d'aider la mairie à assainir la ville. Et on voit des équipes qui balaient par-ci et là dans tous les quartiers de Libreville. Si on peut dire cela, Libreville propre. Libreville propre, en Ouais. gros. Voilà. Mais la question que tu soulèves, elle est très bien. Celle du fait que les rues sont balayées, les canalisations sont curées, Ah oui. mais sauf que les ordures qui sont extraites des canalisations ne sont pas ensuite embarquées dans des véhicules pour la décharge publique. Ils sont souvent abandonnés aux abords des voies. Pour ma part, c'est quelque chose de pas bien. Ça donne un goût inachevé à l'œuvre. Ça fait même en sorte que l'œuvre ça donne c'est-à-dire que on voit quelque chose qui veut être fait, mais la chose elle est faite à moitié. En gros, c'est pas intéressant. D'accord. Est-ce que ça ne fait pas obstacle aux usagers, c'est-à-dire les piétons qui empruntent chaque jour ces tronçons? Si. Récemment, j'ai fait la marche. Vous voyez, au niveau de la FOPI, voilà, du même côté que le camp de la FOPI, il y avait une canalisation qui était bouchée là. Donc, il y a eu une montée des eaux et ensuite, la canalisation a été curée. Mais les ordures, les détritus ont été abandonnés là pendant près de 2-3 semaines. Ce n'est qu'à peine là que j'avais vu un véhicule, un canter qui venait charger cette boue-là, ces déchets-là, pour sûrement aller les déverser à la décharge publique. Mais entre-temps, quand j'ai fait souvent la marche pour essayer un peu de me maintenir en forme. Et en fait, c'était difficile de passer par là. On est obligé de quitter le petit raccourci pour venir totalement sur la chaussée pour pouvoir passer parce que le petit raccourci est envahi par les détritus qui ont été extraits des canalisations. Ok, Donc ça gêne la circulation, ça gêne également la sécurité des piétons et d'ailleurs même des automobilistes. D'accord. Florida? Dire que peut-être il n'y a pas assez d'endroits où il faudrait déposer ces ordures après nettoyage. Mais je crois que, comme disait Jérémy, c'est un ressentiment que les jeunes se permettent de faire lors des vacances. Donc il n'y a pas d'orientation après ce genre de travail où est-ce qu'il faudrait déposer ces ordures. Mais je crois qu'il devrait avoir un supérieur à chaque fois que ces jeunes-là travaillent. Parce que chacun vient avec la mentalité juste de gagner son bout de pain. Donc on vient juste nettoyer le caniveau et on peut laisser les ordures là où... Oui, voilà. parce que en fait, eux, ils viennent aider. C'est Tout vrai qu'en simplement. contrepartie de cette aide, de cette main forte, ils ont une rémunération. C'est vrai que la mairie ou peut-être les sous-traitances de la mairie que sont Clean Africa, Agli, rémunèrent ces personnes-là, mais ce n'est pas à ceux qui ont travaillé, qui ont curé les canalisations, de les prendre et d'aller les déverser. Bien sûr. Il faudrait bien qu'il y ait des moyens, des véhicules, des camions qui soient mis à disposition de ces personnes-là pour que, une fois les ordures extraites, ils les balancent à l'intérieur, ils les mettent à l'intérieur des camions et ensuite les camions s'en vont les déverser. Est-ce que la mairie ou Clean Africa n'ont pas des engins pour pouvoir ramasser ces immondices? Ils ont des engins, on les voit souvent
mettre ces ordures-là dans leurs véhicules, voilà, qui ont pour but de transporter les immondices. Mais, comme par hasard, on constate que les ordures là traînent là. Ça va finir par se compacter, c'est-à-dire devenir comme de la terre solide, parce que c'est de la boue. Quand ça sèche, après ça devient compact. Et pour enlever ça, ce sera encore difficile, vu que ça perdure là, ça met du temps là sur les trottoirs. D'accord. Mais la mairie a entamé une bonne opération, Oui. l'assainissement de la ville, de Grand-Libreville. Mais je pense bien qu'il y a forcément, comme vous avez dit tout à l'heure, des sous-traitants. Et lorsque on emploie, ces jeunes, parce que nous sommes en période des vacances, ces jeunes pour faire ce ramassage. Oui. Donc, ce n'est pas assez jeune parce qu'ils sont rémunérés à la tâche. Après, fini d'avoir effectué leur travail, Oui. c'est à la mairie ou Clean Africa de pouvoir Mettre ramasser, à disposition des voilà. véhicules pour embarquer ça. Bien sûr. Ben, on va simplement interpeller la mairie de Libreville. Lorsque vous avez des contrats avec des sociétés qui font dans l'entretien d'espaces verts, l'entretien de voiries, il faudra envoyer toujours des équipes sur le terrain pour aller vérifier ce qui est fait sur le terrain. C'est bien de donner un contrat à quelqu'un lorsque la personne vient nous présenter une belle offre à moindre coût, mais il faudrait que la mairie soit sur le terrain pour contrôler, pour vérifier si vraiment le travail est fait. On peut curer la canalisation, l'eau va commencer à s'écouler normalement, mais la ville reste polluée parce que les déchets qui étaient là ne sont plus dans les canalisations, mais à côté des canalisations. Qui ne nous dit pas qu'à court ou à long terme, à court ou à long terme, ça pourra encore revenir. Bien sûr, avec les pluies. Voilà, avec les pluies, ça pourra encore repartir dans les canalisations. Et j'estime que, à mon humble avis, c'est du surplace. Ok, d'accord. Florida, on constate que chaque vacances, la mairie de Libreville entame toujours ses projets, mais à la fin, ce projet n'arrive jamais à bout de terme. Que les dirigeants, les supérieurs aillent sur le terrain, comme disait Jérémy, après que le travail soit fait, qu'ils partent pour vérification, dans le but de vérifier si le travail a été bien fait. Parce qu'après, ce sont des conséquences aussi sur le plan sanitaire. Bien sûr. On peut s'attraper des maladies avec des odeurs quand cette boue-là est stagnée. En fait, ce sont des odeurs que nous humons tout le temps, à chaque fois. Et je crois que ça peut causer des infections. Oui. Il faudrait que nous fassions très attention à cette manière de faire, en fait. Que les autorités eux-mêmes partent sur le terrain après que le travail soit fait. Vérification, c'est important. Et pour enchérir, il faudra savoir que quand on parle de pollution, il y a la pollution qui est dite olfactive. Je pense que olfactive, ça fait référence à quoi? Aux odeurs ou à la vue? Aux odeurs, voilà, olfactive. Il y a aussi des pollutions visuelles. Quand on voit en pleine ville, on voit un tas d'ordures aux abords de la rue, c'est pas bien à voir. On a l'impression qu'on est dans un marché ou on est dans un village, en fait. Il faudrait qu'après exécuter vos tâches, débarrassez-nous de ces ordures-là. D'accord. Quel est le mot que vous pouvez passer aux différents responsables de la mairie centrale? Ben, moi, je vais déjà vous féliciter. Je vais féliciter les responsables de la mairie de Libreville. Je vais les féliciter parce que il y a des endroits, il y a des quartiers qui étaient vraiment sales. Mais aujourd'hui, on peut circuler. On voit une certaine propreté. C'est vrai qu'après le passage de ces agents-là qui luttent contre l'insalubrité, il y a toujours des indélicats, des citoyens qui ne connaissent pas le sens de la propreté, qui balancent des sachets, qui balancent des bouteilles. Il sait que la mairie vient de nettoyer la ville. Dès que la mairie a tourné le dos, on retrouve encore les ordures. Donc, leur tâche également n'est pas facile. Il faudrait que les populations également fassent un effort de cesser de mal se comporter. Mais pour revenir à mon mot de fin, je félicite les autorités municipales. J'invite davantage les autorités municipales à accomplir leurs tâches à 100%. Ne vous arrêtez pas à 80%. Même si c'est difficile, même si les réalités sur le terrain sont tout autres que ce que nous on pourrait penser comme ça à la volée, mais essayez d'accomplir vos tâches à 100%. Ce serait bien pour votre propre image,
vos voix seront renouvelées. Et puis après, le bien-être des Librevillois sera garanti. D'accord. Florida? Tout simplement dire que facilitons la tâche aux autres. Voilà. La propreté commence par soi-même. Hein. Moi, j'aime bien le dire. Si on se permet de balancer nos ordures en plein air sans gêne, c'est-à-dire que dans nos maisons aussi, nous sommes ici. Donc, facilitons la tâche aux autres. N'agressons pas. Voilà, c'est la mairie, mais c'est difficile de travailler dans l'insalubrité. C'est un travail pénible. Travailler dans les ordures, ramasser les ordures qui ont été là pendant plusieurs jours. Des années. Des années, c'est compliqué. Donc, facilitons la tâche aux autres dans leur travail. Et ça va nous aider tous. Ouais, d'accord, Florida, avec tes mots, facilitons la tâche aux autres. Donc, Florida, on va prendre la transition et on se retrouve tout à l'heure. Chers téléspectateurs, vous pouvez interagir sur le numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Florida, qu'est-ce que tu nous as concocté sur la chronique art et culture? Aujourd'hui, nous abordons quelques proverbes africains, très amusants d'ailleurs. D'accord. Donc, chacun de nous aura la possibilité de donner son point de vue par rapport à ces différents proverbes. Donc, le premier proverbe dit ceci: même le poisson qui vit dans l'eau a soif. Même le poisson qui vit dans l'eau a soif, tout simplement pour dire que chaque être humain a des besoins, le besoin d'argent, le besoin d'amis, voilà, le besoin d'amour afin d'être heureux. Selon vous, est-ce qu'il faudrait forcément avoir de l'argent pour être heureux sur cette terre? Bon, Jérémy? Ou des amis ou de l'amour pour être heureux? Je pense que pour avoir le bonheur, c'est tout cet ensemble-là. On n'a pas forcément besoin d'avoir trop d'argent, avoir suffisamment de l'argent, avoir des amis et se sentir aimé. Je pense que lorsqu'on a tous ces éléments-là, on est heureux.
le bonheur, il est au rendez-vous. On n'a pas besoin d'être un Bill Gates pour être heureux, quoi. C'est mon point de vue. Hein. D'accord. Moi, je veux aussi un peu réenchérir. Comme disait Jérémy tout à l'heure, qu'on n'a pas besoin d'argent pour être heureux ou heureuse. On a besoin de l'ensemble, c'est-à-dire de l'amour des proches, voilà, de l'amour des parents, etc., etc. C'est important. Tu peux avoir de l'argent et vivre malheureux. Oui. Voilà, donc ça concourt au bien. Donc tous ces éléments concourent au bien. Mais est-ce que le poisson a soif? Bon, je pense que c'est un peu terrible C'est un peu- de voir que le poisson il vit dans boit- l'eau. il Voilà. vit dans l'eau, donc Et il boit avoir de l'eau. soif. Il boit de l'eau. Il boit de l'eau. Bien. Ok. Le poisson boit de l'eau. Il boit de l'eau. Il a soif. Très soif. Il boit ça comment? Mais bien sûr. Parce fait qu'il vit comment? déjà, il vit déjà. En tout Voilà. cas, nous passons. Le poisson boit de l'eau. D'accord. Florida dit Il le boit de poisson l'eau. boit de l'eau. Florida dit au poisson boit de Ok, l'eau. le deuxième proverbe dit ceci. Le fleuve fait des détours parce que personne ne lui montre le chemin. Le fleuve fait des détours parce que personne ne lui montre le chemin. En d'autres mots, les c'est le erreurs conseil, sont ça. souvent dues Ouais. à l'ignorance ou à un manque d'information. Les erreurs sont souvent dues à l'ignorance ou à un manque d'information. Bien sûr. Bon, par rapport à avant sûr. l'explication, Ah oui. moi je sais que l'eau est têtue. Ah oui. Hein? L'eau est têtue. L'eau, c'est quelque chose de brutal. Donc, s'il fait des détours, c'est peut-être parce qu'il veut aller où il veut, il est têtu. Ouais, c'est des versets. Elle veut aller où elle veut, elle va à gauche, elle va à droite. Même s'il y a une montagne, elle va venir, elle va créer l'érosion dans le temps pour pouvoir se frayer un chemin. Et c'est des versets Mais- où elle veut. Et se déverser où elle veut, mais Bien c'est sûr. pas faux. C'est pas faux. Tu peux reprendre Explication. non, la citation elle-même. Citation. Le fleuve fait des détours parce que personne ne lui montre le chemin. Ouais. Le fleuve fait des détours parce que personne ne lui montre le chemin. C'est bon? Ouais. Ok. Ensuite, Troisième proverbe. Si tu regardes une image très laide, vérifie que ce ne soit pas ton reflet. Si tu regardes une image très laide, vérifie que ce ne soit pas ton reflet. En explication, voyons en premier lieu nos propres défauts avant de regarder celui des autres. Mais, monsieur Jérémy, c'est profond ça. oui, c'est profond. Ouais, c'est profond. C'est profond. Ça nous interpelle. Ah oui. C'est Ouais. pourquoi on dit C'est- toujours oui. Ça, je pense que c'est quasiment cette citation est en rapport avec ce que la Bible dit, non? Avant de regarder la paille qui est dans l'autre, l'œil La de l'autre, poutre. La poutre. regarde d'abord la La paille. poutre Ouais. qui est dans ton œil. Ouais. Ouais, Ouais. je pense Ok. que c'est ça. Le quatrième proverbe. Il faut façonner l'argile pendant qu'elle est molle. Il faut façonner l'argile pendant qu'elle est molle. Ouais. Explication. Ne jamais reporter à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui. Ne pas appliquer de la procrastination dans sa vie. Wow. Ouais. Quelque chose de très, Tout très à dangereux fait. pour Exact. Oui. La procrastination, Oui. se remettre. remettre à demain ce que l'on peut faire faire aujourd'hui. aujourd'hui. Ouais. Ouais. Donc, il y a beaucoup de personnes qui le font. Je me sens épuisée, je me sens fatiguée, je mettrai ce programme à demain, ne sachant pas que demain, c'est un autre jour. Ouais. Demain a ses autres expériences, a un nouveau jour particulier. Donc, quand on a la possibilité de faire quelque chose aujourd'hui, faisons-le, même si nous sommes fatigués, voilà. Ouais. Mettons tous nos efforts à l'intérieur. Ouais. C'est vrai que souvent, quand on se lève un jour, on dit ben, moi aujourd'hui je ne fais rien. Et c'est parce qu'une tâche se présente et tout d'un coup, on commence à l'accomplir et l'énergie vient comme un cheveu dans la soupe. Subitement, l'énergie, l'engouement arrive. Donc, c'est simplement pour dire aux gens, essayez toujours, faites. Même quand vous ne voulez pas, ne laissez pas le temps passer. Saisissez l'opportunité. Tant que le temps est là, saisissez-le. La force viendra, l'énergie viendra. Ouais, comme disent d'autres, on va le faire lorsqu'il est. Il est chaud. Voilà, très chaud. Ouais. Ok, le dernier proverbe s'adresse aux hommes mariés, aux hommes amoureux. Voilà. Pourquoi aux hommes mariés? Attends, tu interprètes Bah, tout comme ça, parce que ce sont des personnes qui sont déjà dans le monde de l'amour. Il faudrait vanter les mérites de son J'espère que tu n'as pas partenaire. poussé proverbe, cette citation à cause de moi. Vous êtes de bandits. Depuis un moment, la quotidienne tourne autour Autour de du l'amour, du mariage, mariage. Ok. C'est quoi le problème là? Monsieur Mapongo, vous êtes amoureux? Naturellement. Oui, Ok. ça c'est récent sur Moi, je suis un gros amoureux. son regard. Ok, le dernier proverbe dit ceci.
L'amour ne se chante pas, il se vit. L'amour ne se chante pas, il se vit. Tout simplement pour dire, une relation amoureuse se nourrit de preuves d'amour et de gestes d'amour concrets. Il ne suffit pas de dire je t'aime à la personne qui partage notre vie. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Les Ivoiriens disent c'est pas je t'aime, c'est pas je t'aime comment hein. Ouais. D'autres disent on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Il faut du palpable, il faut du réel. Oui, c'est pas forcément de l'argent. Hein. Bien sûr. C'est les actes, assister à la personne. La personne dans des cérémonies, dans des événements. Voilà. Et puis faire souvent des concessions, c'est ça l'amour. Bien sûr. Et je pense que quand c'est nous sommes fautifs, on peut reconnaître nos fautes. Bien sûr. Et même quand la personne est fautive, quand notre conjoint est fautif, Demander pardon, même si c'est toi qui on peut demander pardon, même si en réalité, ce n'est pas nous qui avons Bien causé. sûr. Ça, c'est vraiment une bonne façon. C'est ce qu'on appelle le pardon mutuel. Voilà, le pardon. Merci, Bernard. Le pardon mutuel. Oui. Oui. Donc voici en quelques lignes les 5 proverbes africains que je vous ai concoctés aujourd'hui. Il y en a beaucoup, mais il n'y a que 5 que j'ai pu prendre pour la quotidienne aujourd'hui. Merci. Merci Florida. Merci, Jérémy, Florida. je pense qu'on a été bien enrichis ce soir. Oui. On Surtout est qu'il y plus avait du hâte sourire. face à ces citations. Oui. Il y a d'autres que je ne maîtrisais même pas. C'est pas faux. Oui. Ouais. Ça vient booster encore mon mental. ce soir. Ça donne le sourire. Ouais. Vraiment, merci Florida. Merci. Chers téléspectateurs, chez vous aussi, vous pouvez faire comme Florida. Essayez bien parcourir des citations afin de pouvoir aussi vous réenchérir, voilà, et booster aussi votre mental. Donc sur ce, Jérémy, qu'est-ce que tu nous réserves ce soir à la Minute Juridique? Mais bien avant, on se retrouve tout à l'heure après la transition.
chers téléspectateurs, pour ceux qui nous rejoignent sur l'émission La Quotidienne, sachez que ce soir, nous sommes accompagnés d'un invité exceptionnel. Jérémy, tu nous feras le devoir de nous présenter cet invité. Bien sûr, Bernie. Mais avant de présenter cet invité, il faudra savoir que dans la minute juridique, nous allons aborder aujourd'hui la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. D'accord. Et pour ce faire, nous sommes simplement accompagnés d'un juriste de qualité en la personne de Farel Willy Boumono Bundoudi. C'est un brillant juriste qui a fait ses classes à l'université Omar Bongo. Il est détenteur d'une licence en droit public fondamental et d'un master 2 en administration et gestion financière des collectivités locales. Alors, Farel, comment vous allez? Bonsoir à tout le monde. Je vais bien, Bonsoir. par la grâce de Dieu. Pas trop difficile pour arriver ici? Non. Bien qu'il y avait un peu des embouteillages, comme d'habitude, dans les villes, à partir d'une certaine heure, à partir de 15h, 16h. Mais par la grâce de Dieu, je suis arrivé. Ouais, c'est le Grand Libreville. Oui, c'est le Grand Libreville. La ville s'est agrandie, la démographie est devenue importante. Exactement. Voilà. Donc, on ne va pas tarder, Bernie. On va lui poser un maximum de questions afin qu'il puisse édifier nos téléspectateurs sur ce qu'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est d'ailleurs ma première question. Qu'est-ce qu'on entend par Déclaration universelle des droits de l'homme? Merci, M. Mapango, pour la question. Avant de répondre à la question, je peux d'abord vous acclamer. Vous êtes tellement mignon. Merci. Et merci de m'avoir invité sur votre plateau, votre charmant plateau que je regarde de temps en temps. Pour répondre à votre question, M. Mapango, qu'est-ce que la Déclaration universelle des droits de l'homme? Il faut simplement savoir que la Déclaration des droits de l'homme, c'est une convention internationale, n'est-ce pas? Oui. C'est une convention internationale qui a été passée qui est régie par le droit international. Oui. Autrement dit, la convention, la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est dans son préambule de 1948 qui dit que ce n'est qu'un idéal commun à atteindre par des nations et des peuples qui sont dans le monde et qui ont pris partie à ce traité-là. Oui. Autrement dit, c'est un engagement international qui régit non seulement les rapports entre États, mais qui a pour but la protection et la répression des droits fondamentaux de la personne humaine. Merci. Alors Bernie, tu n'as pas une question à lui poser? Forcément, Le sujet, il est très des questions. Donc, moi j'ai une question, M. Farel. D'accord. Pourquoi la Déclaration universelle des droits de l'homme? À la question de savoir pourquoi la Déclaration des droits de l'homme, il faut seulement faire d'abord un retour en arrière pour comprendre un peu le pourquoi, c'est-à-dire les causes. Il faut savoir que il faut d'abord s'inscrire dans le contexte de ce traité-là. Nous sommes ici nous sortons d'une deuxième guerre mondiale. Et nous savons que face à ces atrocités, la communauté internationale a jugé utile qu'il fallait reconstruire le monde. Et pour reconstruire le monde, ça ne se fait pas de manière à la hâte, non. Il faudrait que des hommes responsables se réunissent pour réfléchir sur cette convention internationale qui n'est rien d'autre que la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et cette communauté internationale a décidé de mettre en place une réflexion de certaines idées pour faire en sorte que tout le monde collabore et mettre fin à ces atrocités qui ont, qui ont fait mal au monde entier. Donc, on va dire quoi à tous les actes qui ont porté atteinte à l'humanité, c'est ça? Exactement. Mais vous ne pensez pas que la Déclaration universelle des droits de l'homme a été prise tardivement? Pourquoi il a seulement fallu qu'il y ait une première guerre, une deuxième guerre, pour qu'on puisse adopter un tel texte, tandis que nous savons que le monde il est vieux.
Le monde, il existe depuis longtemps. La question des guerres existe bien avant permis les deux depuis, grandes bien guerres. sûr. On a entendu parler dans l'histoire des guerres de 30 ans. On a entendu parler dans l'histoire des guerres avant la naissance de l'État au XVe siècle. Mais pourquoi ce n'est quand vous ne pensez pas que c'est tard, la communauté internationale a pris ce texte en retard, vous ne pensez pas? Merci pour la question. D'abord, avant de répondre à cette question, Oui. il faudrait d'abord il faut parler d'abord de l'inspiration même de cette convention-là, c'est la DDHC. Elle s'inspire de quoi? Elle s'inspire d'abord de la déclaration, la DDHC, c'est-à-dire la Déclaration des droits de l'homme Et du citoyen de Du 26 août 1789. Oui. C'est de cette convention que la DH s'est inspirée. Alors, dire qu'elle a été faite de manière tardive, je dirais non. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit depuis le départ, que l'idéal commun se construit de manière progressive. Parce que si on veut reconstruire le monde, il faudrait quand même du temps. Et tout de suite, nous sortons d'une guerre qui a, comment on appelle ça, occasionné beaucoup de dégâts matériels et autres. Il faudrait quand même essayer de convaincre toute la communauté internationale afin de rédiger cette convention-là. Et vous savez que chacun de nous ici, au sortir, par exemple, si nous sommes en conflit, pour convaincre l'autre, ce n'est pas quelque chose de facile. Oui. Il faut vraiment prendre du temps, il faut raisonner, il faut se faire comprendre. Oui. Et comme on dit, un doigt ne peut pas laver toute la figure. Bien que la France a eu cette idée de proposer à la communauté internationale. Un texte qui garantissait les, Voilà, les droits et libertés fondamentaux. Voilà, exactement. Donc, d'universaliser ces textes-là, ces droits-là. Or, dans la DDHC de 1789, Oui. là-bas, les droits fondamentaux n'étaient pas universalisés. Donc, les esclaves n'avaient pas toujours les droits qui ont été reconnus. Hein? C'était seulement reconnu à une classe bien aisée. Donc, c'est la raison pour laquelle la France a trouvé utile de proposer cette déclaration universelle des droits de l'homme à la communauté. Et pour ce faire, il a fallu quand même du temps. Il fallait quand même convaincre. Il fallait que l'Assemblée générale des Nations Unies arrive à convaincre tous les États pour montrer l'enjeu même de cette convention internationale-là. Donc pour moi, par rapport à la question, j'ai dit que le monde se construit de manière progressive et pas de manière instantanée ou bien non. Oui, je ne refuse pas, c'est bien vrai. Mais on a eu la première guerre, on aurait dû déjà y penser. Mais Oui, bon, vos explications sont claires. On comprend bien le cheminement. On comprend bien que le monde ne s'est pas construit. Rome ne s'est pas conçu en un jour. Paris ne s'est pas construit en un jour. Paris ne s'est pas construit en un jour. Il a fallu attendre des siècles pour arriver à ce qui est présentement. Oui. Donc pour moi, après 3 ans, c'est quand même un peu raisonnable. D'accord. Jérémy, donc moi j'en ai encore des questions. Hein. Oui, c'est super. C'était vraiment un thème très enrichissant. Donc, Monsieur Farrell, donc la DUDH, mythe ou réalité? La DUDH. Alors, Déclaration universelle des droits de l'homme. Ou réalité? Ah oui. À cette question, je me penche sur les défenseurs des droits de l'homme. C'est-à-dire, il y a un rapport international d'Amnesty International de 2009. Pour eux, ils estiment, c'est-à-dire l'Amnesty International n'est que ce regroupement des personnes qui sont sur la scène internationale, qui regroupe au moins aux environs de 10 millions de personnes qui luttent contre la protection même, ou bien... Qui luttent contre les atteintes aux droits humains. Aux droits humains, etc. D'accord. Voilà. Donc pour eux, ils estiment que la DDH n'est qu'un mythe
et non une réalité. Pourquoi? Ils expliquent que bien que cette convention, elle est là, elle existe, mais dans le monde, on aperçoit encore des atteintes à ces droits fondamentaux. Oui. Il y a d'autres pays, par exemple, dont la liberté d'expression n'est même pas garantie. Donc, pour moi, au regard un peu de tout ceci, je m'accorde. Voilà votre position. Quelle est votre position par rapport Je m'accorde en disant qu'ils ont raison. Parce que au niveau de l'effectivité même de la convention ou bien de la réalité de la convention, elle n'est pas réelle. Sinon, si elle était réelle, on ne devait pas encore voir des guerres passer là. Hein? Des atteintes graves aux droits humains. Il y a même les droits de l'enfant, des enfants. Il y a des personnes qui font même dans de l'esclavage, qui font même dans la prostitution des femmes, etc. Donc, dire que... Des enfants mineurs aussi. Des enfants mineurs, merci pour enrichir un peu mon argumentaire. Donc, je peux dire que, évidemment, c'est juste un mythe et non une réalité. Ah oui, parce que... Quand bien même, excusez-moi, monsieur, oui, allez-y, qu'il y a une certaine... On ne va pas quand même être de mauvaise foi, que grâce à cette convention, il y a quand même un peu de la paix quelque part. Il y a quand même un peu de la paix, même si le texte n'est pas respecté. Mais il y a eu quand même des avancées au niveau même de la constitution même du texte là. Bien qu'il y a la méfiance, etc. Mais il faut quand même... je peux dire que la Convention du universel des droits de l'homme n'est qu'un mythe et non une réalité. D'accord. Donc on retient qu'elle est factice, c'est juste, on va dire quoi, c'est apparent. Ah oui. Voilà, on nous parle d'une déclaration universelle des droits de l'homme, soi-disant qui viendrait garantir les droits humains. Et en réalité, dans les faits, il y a toujours des guerres, il y a toujours des atteintes aux droits humains. Donc, à travers l'intervention de M. Boumonou, on réalise simplement que c'est juste un mythe. Exactement. Et c'est pas parce que c'est un mythe. Bon, parce que d'aucuns pensent que c'est un mythe, d'autres pensent que ce n'est pas un mythe. Moi, je vais vous poser une question. Alors, lorsqu'il y a une atteinte dans la communauté internationale, c'est-à-dire dans tous les États membres de l'Organisation des Nations Unies, lorsqu'il y a une atteinte aux droits humains, lorsqu'il y a une atteinte aux dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme, vers quelle juridiction internationale aller contester ou revendiquer des réparations? En matière de la juridiction compétente, en cas d'atteinte à ces droits fondamentaux de la personne humaine, nous avons la CPJ, c'est-à-dire la Cour pénale internationale, qui a été créée pour réprimander et garantir la protection de ces droits fondamentaux. La CPI. La CPI, c'est-à-dire la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale. Ça, c'est sur l'ordre international. Il y a aussi la CIJ. Oui. La CIJ, c'est-à-dire la Cour internationale de justice. Hein. Elle aussi, elle est compétente en matière de sanctions, voilà, des atteintes de ces droits fondamentaux-là. D'accord. Donc nous avons aussi la Cour européenne des droits de l'homme. Oui. Donc, sur la scène internationale, nous avons une panoplie de juridictions qui sont compétentes pour la répression contre les atteintes des droits fondamentaux de la personne humaine. Donc, en Afrique, on a par exemple la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Exactement. Voilà. Oui. Mais donc, pour essayer un peu de renchérir, je pense que la CPI, elle est là pour juger les auteurs. C'est-à-dire les personnes autrices ou auteurs des atteintes aux droits humains. Oui. Tandis que la CIJ, autrement dit la Cour internationale de justice, elle est là pour sanctionner les États qui ne garantissent pas les droits humains à leur sujet. C'est bien ça? C'est bien ça, monsieur Mapango. D'accord. Mais moi, avant de vous laisser partir, j'aimerais savoir, Bernie, j'aimerais savoir, est-ce que le droit, quelle est la place, voilà, dans la hiérarchie des normes, voilà, quelle est la place? Parce que le Gabon est membre des Nations Unies. Bien sûr. Si le Gabon est membre des Nations Unies, ça veut dire qu'il a tout simplement ratifié
la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tout à Ça veut fait. dire que c'est un texte qui s'applique au Gabon. Oui. Mais dans la hiérarchie des normes, si l'administration devrait appliquer ces textes-là, où se situe dans la hiérarchie des normes la Déclaration universelle des droits de l'homme? Merci pour la question. La Déclaration universelle des droits de l'homme se situe simplement dans le préambule de la Constitution gabonaise du 26 mars 1991. C'est dans le préambule de la Constitution. Donc, en gros, vu que le préambule a la même valeur que la Constitution, Oui. ça veut dire que la DUDH, la Déclaration universelle des droits de l'homme, a la même valeur que Que- la Constitution. Exactement. C'est un texte constitutionnel. Oui. D'accord, merci. C'est comme disait, comment dire ça, Louis Favoreux, qui dit que nous avons un bloc de constitutionnalité, un bloc de légalité. Oui. Le bloc de constitutionnalité, ici, c'est juste l'ensemble des textes juridiques qui ont valeur constitutionnelle. Maintenant, le bloc de l'égalité, c'est simplement ce bloc-là qui sont au rang de la loi, qui ont la même valeur juridique que la loi, en fait. Ok, merci. Ok, d'accord. Jérémy, donc, moi, c'était bien. C'était bien. C'était D'accord. bien. J'ai plus de mots. d'accord, c'est enrichissant. Et Donc, merci de Monsieur, m'avoir aussi monsieur, enrichi. monsieur Farel Mono, Euh, donc en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous scinder ce qui a été dit ce soir sur la DUDH? Merci. De manière résumée, la Déclaration universelle des droits de l'homme n'est que ce traité international qui a été ratifié non seulement par les États, mais aussi par les organisations internationales. Et le but de cette déclaration, ou bien de ce traité international, n'est rien d'autre que d'assurer la protection des droits fondamentaux contre toute atteinte à ceux-ci. Donc, cette déclaration est là pour nous. Donc, nous devons, comment dire ça? Nous devons toujours faire en sorte que les États veillent à ce traité-là. Parce que les États, les droits fondamentaux de la personne humaine aujourd'hui n'est pour moi qu'un mythe, en fait. Donc, j'invite aux États et aux organisations internationales et même à l'ONU vraiment de revoir un peu l'applicabilité même de ce texte-là, non seulement dans l'ordre juridique interne, mais aussi dans l'ordre juridique international. D'accord. Merci. Merci Farel Boumono d'avoir accepté notre invitation. ce C'est moi soir. qui vous remercie. D'accord. Très chers téléspectateurs, j'espère que chez vous, on a pu vous enrichir avec cette thématique. Donc, on se retrouve tout à l'heure après la transition. Je viens dans ta présence, Seigneur,
Chers téléspectateurs, le temps qui nous a été donné nous est imparti. Jérémy, s'il y a des dédicaces à faire. Ben, comme d'habitude, on va saluer ici tous les téléspectateurs de la quotidienne. Soyez toujours nombreux à suivre notre émission, car elle nous permet d'édifier les populations au Gabon et en dehors du Gabon. Je pense comme ça à mon petit frère Pongui André, depuis le Sénégal. Toujours, qui nous suit toujours, Oui. toujours câblé. Florida. Saluer tous les fidèles de la quotidienne. Voilà, nous vous portons dans nos cœurs. Bisous, bisous, portez-vous très bien. D'accord. On va saluer comme ça toujours les téléspectateurs qui nous suivent de par le monde. Oui. D'accord. Sans oublier ceux qui nous regardent depuis Matamatsenge. Matamatsenge, les Bamba, Oui. Bigou, Moué, Bifoun. Bifoun, Bitam, Port-Gentil, Oyem. Donc, sur ce, on s'est dit au revoir. Ciao, ciao.